Bonsoir à tous. Cette émission d'aujourd'hui est consacrée au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Nous en parlons avec nos deux invités sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Nos deux invités sur ce plateau, donc, pour parler du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Tout d'abord, le directeur de ce centre, Jean-Paul Pellegrinetti. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour cette émission. À vos côtés, Joseph Martinetti, universitaire, chercheur en histoire. Bonsoir. Notamment. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine a fêté ses 50 ans le 7 décembre dans ses locaux de Nice. L'occasion, bien entendu, de dresser un bilan de toutes ces années de travail, de recherche, et puis de rendre hommage à André Nouchy, qui a été à l'initiative de ce développement. Jean-Paul Pellegrinetti, c'était quand même un moment d'émotion et assez intense pour tous ceux qui ont contribué au développement de ce centre. Oui, tout à fait. C'était un moment très intense, très important, parce que le fils aussi d'André Nouchy était présent au moment de la cérémonie. 50 ans de vie de laboratoire, ce n'est pas rien. C'est le plus vieux centre de recherche de l'Université de Nice. Donc il fallait être présent à ce moment-là. Alors justement, pour en revenir à ce départ, à ces débuts, pourquoi avoir créé ce centre? Il n'y avait pas de recherche, je dirais, structurée, coordonnée dans ce domaine de la Méditerranée, justement? Non, alors sur Nice, en tout cas, lorsque André Nouchy arrive dans ces années 60, qu'il y enseigne en 1960, à partir de 64, en fait, commencent à se fédérer autour de lui différents enseignants. Enfin, il va participer à la création de l'Université de Nice, pour essayer de faire en sorte que Nice ne soit pas qu'une simple succursale de l'université d'Aix-Marseille. Sur Nice existait le centre universitaire méditerranéen, le CUM, sur la promenade des Anglais, qui est toujours présent aujourd'hui en fait, qui s'était fondé lui autour de Paul Valéry dans les années 30. Et l'idée était de mettre en place autour de l'université de Nice donc différents laboratoires. Et André Nouchy, qui avait fait sa thèse sur le Constantinois, sur les paysans algériens de la conquête jusqu'à 1919, avait une volonté de comprendre cette Méditerranée dans une perspective très anthropologique en fait. Oui, parce que le centre organise également de nombreux colloques, mais les recherches, elles sont réalisées pendant toute l'année. Oui, alors les colloques, c'est l'aboutissement et le fruit soit de recherches qui ont été lancées ces 4 ou 5 dernières années, soit c'est l'amorce d'une recherche. Ça nous permet de nous rassembler autour d'un sujet et ensuite de lancer différentes perspectives et pistes de réflexion en fait. Mais toute l'année, nous avons des colloques, toute l'année, nous avons des journées dites d'études, nous avons des séminaires également qui nous permettent de nous rencontrer. Et le centre, c'est un lieu justement de fabrique de cette réflexion sur la Méditerranée, mais je pense qu'on y reviendra bien au-delà, parce que la Méditerranée va nous permettre de comparer avec d'autres aires géographiques aussi. Oui, et puis votre revue aussi, les Cahiers de la Méditerranée, donc chaque semestre, avec de nombreux contributeurs justement aussi d'universités assez différentes. Oui, c'est une revue qui est soutenue financièrement par l'INSHS du CNRS. C'est une revue considérée comme de rang A, donc de grande qualité. Auquel évidemment chaque article est soumis à une double expertise et auquel contribuent différents experts mondiaux en fait dans différents registres, puisqu'on a soit des thématiques, soit on a les rendus de colloques, mais pas toujours, puisque pratiquement, je dirais que 30% de notre production scientifique est publiée soit dans d'autres revues, soit dans d'autres éditions type ouvrage, en fait, je dirais. Donc on ne récupère qu'une seule partie. Mais c'est une des vitrines. Elle a été fondée
2 ans, en 1970, donc 2 ans après le laboratoire, et on fêtera ses 50 ans donc l'année prochaine, ce qui là aussi est beaucoup pour une revue de cette qualité. Alors on reviendra bien entendu sur tous ces aspects, mais il y a aussi l'actualité en Méditerranée, bien entendu, qui est très importante. L'actualité, on va le voir à travers ces images, hein, en Algérie, avec la contestation très forte après la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat. Les jeunes notamment sont descendus en grand nombre dans les rues des principales villes d'Algérie. L'Algérie, alors sans entrer trop dans un détail géopolitique, mais vous considérez que c'est un pays qui est dans une situation de blocage aujourd'hui ? Alors c'est difficile à dire pour se projeter dans l'activité immédiate, puisque en plus moi étant historien, c'est vrai que on a tendance. Mais justement, vous avez ce recul aussi. On a ce recul qui nous permet, par rapport à ce qu'il y avait eu précédemment, ce qu'a connu l'Algérie précédemment, ce qu'ont été les fameux printemps arabes il y a quelques années de cela en fait. Oui, l'actualité brûlante nous montre qu'il y a effectivement une forme de blocage. Quel en sera le devenir là, c'est une inconnue sur laquelle j'aurais du mal. En tout cas, il y aura des élections au mois d'avril. En tout cas, il y aura des élections, et quelles seront ensuite les réactions, c'est ça en fait. C'est l'avantage dans ce domaine-là en fait. Et l'Algérie, c'est un thème assez récurrent dans vos recherches. Et puis là, l'Algérie et la Corse, hein, également un colloque qui a été organisé à Corté. Tout à fait. L'Algérie, donc, c'est au cœur de la démarche de la création du laboratoire, parce que André Nouchy est né à Constantine en 1922. C'est une partie, ce sont ses racines, ce sont ses recherches. Ça a été cette dynamique qui a été portée pendant des années et qui continue à l'être par le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Un centre qui avait aussi porté des études sur l'histoire de l'immigration. Et là, l'immigration algérienne est aussi importante et elle a nourri bon nombre de nos activités scientifiques. Et puis, il y a une dizaine de jours, nous avons organisé avec l'université de Corse, laboratoire LISA et l'association des chercheurs en études corse, une journée d'études consacrée au rôle de la Corse dans les événements de mai 1958. Il faut savoir qu'il y a à l'époque 100 000 de nos compatriotes qui sont en Algérie, et la Corse, une nouvelle fois dans son histoire, va avoir un rôle à jouer à la fois dans cette dans cette guerre qui est en train de se jouer, ce drame en Algérie, et en même temps un rôle à jouer dans l'histoire politique, puisque De Gaulle y a fait naître la 4e République, et il est en train d'y faire mourir la 4e et faire naître la 5e. C'était un peu l'objet de nos débats il y a une dizaine de jours à Corté, en fait. Voilà. Alors, premier reportage dans cette émission, parce que vous le savez, on découvre un petit peu des réalités diverses au cours de cette émission, et puis on reviendra évidemment sur les activités du Centre de la Méditerranée dans quelques minutes. Premier reportage de cette émission, donc, il nous conduit donc en Turquie, construit en 1898. L'ancien orphelinat de Prinkipo est situé à moins d'1 heure et demie de bateau du centre d'Istanbul, fragilisé par plus d'un demi-siècle d'abandon. Il menace aujourd'hui de s'effondrer, et son salut viendra peut-être de la mobilisation d'anciens pensionnaires et d'associations. Le reportage de Méditerranée. Il trône au sommet de l'île des Princes, au large d'Istanbul. Le plus grand bâtiment en bois d'Europe est en train de mourir. Laissé quasiment à l'abandon depuis les années 60, l'ancien orphelinat de la communauté orthodoxe grecque est placé sous la surveillance d'Erol Baitas, le gardien, né ici et qui a pris la suite de son père. Ici, c'est le théâtre. Aujourd'hui, c'est le cœur serré qu'il entre ici. C'était la salle de théâtre de l'orphelinat, mais c'est vraiment en piteux état. Il n'y a plus de toit. Cette année, il faut absolument que le toit soit refermé. Il y a beaucoup de parties du bâtiment qui se sont déjà effondrées. Si on ne referme pas le toit cette année, nous allons perdre aussi cette partie. Les éléments rongent peu à peu le bâtiment du 19e siècle de 12 500 mètres carrés. De l'immense salle de bal jusqu'aux étages supérieurs, tout menace de s'effondrer. L'accès aux salles de classe est désormais impossible, trop dangereux.
Les souvenirs de l'époque radieuse de l'orphelinat s'exposent à Istanbul, une façon de mobiliser la population. L'association Europa Nostra a placé le bâtiment sur sa liste des 7 sites les plus menacés. Il n'est pas encore trop tard, mais si on attend encore, ça peut le devenir. Dans l'état actuel, il est possible de sauver ce qui est toujours debout. En plus de la valeur architecturale du bâtiment, il y a aussi la place qu'il occupe sur les îles, pour les habitants des îles, et qui est très importante. Comme tous les dimanches, Vitlem se rend à la messe. La communauté grecque orthodoxe d'Istanbul compte environ 3000 personnes aujourd'hui, contre 160 000 au début du XXe siècle. Guerre turco-grecque des années 20, pogrom d'Istanbul en 1955 et crise chypriote dans les années 60 et 70 ont conduit à l'érosion de la communauté. Ceux qui restent aujourd'hui sont très soudés et prennent plaisir à se retrouver. Bien sûr que c'est important. Nous venons tous les dimanches. Nous nous réunissons ici et c'est une très bonne chose. L'orphelinat saisi en 1964 a été rétrocédé il y a 10 ans après une longue bataille judiciaire. Le patriarcat voudrait en faire un centre international d'éducation à l'environnement. Je trouve que c'est très important, le projet de patriarcat, si ça peut être réalisé, ça pourrait être réalisé dans un pays musulman, une église chrétienne, de pouvoir créer une institution internationale à ce niveau-là qui va être soutenue de toutes les grandes institutions mondiales. Je crois que ça va être un grand message. Mais pour en arriver là, il faudra d'abord réveiller la belle endormie. Avant d'être un orphelinat, la bâtisse achevée en 1898 devait être un hôtel de luxe destiné à la clientèle fortunée de l'Orient Express. Mais le sultan n'en a jamais autorisé l'ouverture. Ici, il y avait les fours. Ils y cuisaient les beureks, les feuilletés. Et la cheminée, c'est très intéressant. La fumée ne partait pas par le haut. Ils avaient construit un conduit sous le plancher pour évacuer la fumée vers la cheminée principale. Un bâtiment très moderne pour son époque. Bien sûr, c'était très d'avant-garde. Tout ça venait de France. C'était vraiment à la pointe, puisque ce devait être un très grand hôtel. Le tout est dû à l'architecte stambouliote Alexandre Vallori, qui a également signé quelques années plus tôt le Pera Palace, dans le centre d'Istanbul. C'est dans cet hôtel de luxe que nous retrouvons le célèbre écrivain Enis Batur. Fasciné depuis son enfance par l'orphelinat, il lui a consacré un ouvrage intitulé « Le fantôme ». Il y a plusieurs fantômes qui s'entremêlent là-dedans. Il y a d'abord la présence de l'architecte Alexandre Vallori, qui a été un personnage assez connu, mais peu connu en même temps, parce qu'il a eu une vie assez discrète. Il n'a pas laissé beaucoup de traces derrière lui, sauf ces bâtiments. Il y en a pas mal à Istanbul, et c'est des bâtiments qui sont esthétiquement très beaux, très intelligemment conçus. Donc il y avait ce personnage qui se promenait à mes yeux dans les couloirs, dans les grandes chambres, dans la cuisine, inspectant un peu tout. Et puis l'immeuble même, qui est le fantôme de soi-même. Aujourd'hui, si on ne lui apporte pas de soins, le fantôme risque de disparaître pour de bon. Il laisserait alors son gardien Erol Batas comme orphelin. Parfois, quand il pleut, j'entre dans le bâtiment et je vois que ça coule de partout. Les gouttes de pluie entrent par tous les interstices et ça descend jusqu'aux étages inférieurs. Et là, je me dis, mon bâtiment pleure. Si ce bâtiment a pu rester debout alors qu'il n'y a eu aucun entretien depuis des années, c'est qu'il est vivant et qu'il appelle à l'aide. L'appel à l'aide n'a pour l'instant pas été entendu. L'orphelinat passe un nouvel hiver sans toiture.
Le chiffre n'a rien d'officiel, mais la presse turque estime à 435 millions d'euros le coût des travaux. La levée de fonds s'annonce compliquée. La Banque européenne d'investissement s'est engagée auprès d'Europa Nostra et le gouvernement turc a été également sollicité. Voilà donc pour ce reportage en Turquie. Retour sur les travaux du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Jean-Paul Pellegrinetti. En fait, à l'origine de l'Université de Nice, il faut quand même le souligner, c'est le plus vieux laboratoire de recherche. Oui, c'est le plus vieux laboratoire de recherche, d'où évidemment l'intérêt de fêter dignement ses 50 ans. Et c'est un laboratoire qui a ainsi lancé différents ponts dans toute la Méditerranée et bien au-delà, puisque en fait son rayonnement fait qu'aujourd'hui, de manière internationale, on a des accords également avec des professeurs invités qui sont même venus, pour certains, du Japon, puisqu'on avait un des spécialistes de l'histoire méditerranéenne à l'époque moderne, 16e, 17e et 18e siècle, qui est venu quelques mois séjourner chez nous et donner des cours à nos étudiants, en fait. De fait, vous bénéficiez de financements spécifiques ? Alors oui, on bénéficie de différentes formes de financement. Il y a un financement, on va dire, qui est donné, qui est attribué annuellement par l'université, c'est une dotation. Et puis, à nous, en tant que chercheurs, par le biais de différents types de contrats, d'aller récupérer certains investissements. Donc il y a soit des projets européens, soit des projets nationaux financés par l'Agence nationale de la recherche, soit des projets régionaux avec différentes régions en fait, soit plus locaux avec la mairie de Nice par exemple qui nous aide, qui est derrière nos projets aussi. Donc c'est à nous en tant que chercheurs et c'est à moi en tant que directeur aussi d'organiser cette répartition financière. Alors Joseph Martinetti, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant universitaire donc à Nice également et vous êtes membre de ce centre méditerranéen. On peut dire qu'au fil des années, au fil de ces différentes années, et tenant compte bien entendu des évolutions géopolitiques, vous avez réorienté un petit peu vos axes de recherche. Alors je crois qu'il faut aussi insister sur le fait que c'est un laboratoire d'historiens au départ, mais qui effectivement s'est élargi. C'est élargi à des spécialistes de civilisation italienne, qui sont aujourd'hui très nombreux sur le centre, mais également à des géographes, à des géopoliticiens, et donc il y a quand même cette volonté d'en faire un carrefour des sciences sociales, quoi, voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment le point fort que le CMMC, le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, a intérêt à développer. Et ça permet aussi de mieux comprendre justement toutes les évolutions de notre siècle qui sont en cours en Méditerranée sur les deux rives. Et de confronter la longue durée et l'actualité immédiate. Bien entendu. Et combien d'enseignants, chercheurs et de doctorants sur le centre, Jean-Paul? Alors nous avons 19 enseignants-chercheurs, donc c'est une petite équipe de recherche mais très dynamique. Et nous avons au niveau des doctorants, il y a une trentaine de doctorants chaque année en fait. Entre les nouveaux arrivants et puis ceux qui terminent leurs travaux. Et là-dessus se rajoutent plus d'une cinquantaine de chercheurs associés, en fait. Des professeurs invités? Alors, les professeurs invités, il y en a, on va dire, sur les plans, parce que nous sommes soumis à des sortes de plans quinquennales, à chaque fois pour nos recherches. Là, on tourne autour de 5 à 10 professeurs invités, qui viennent pour des périodes très courtes. Les chercheurs associés sont des membres qui font partie du laboratoire, mais ce n'est pas leur fonction, leur attachement principal. C'est un deuxième rattachement, mais ils viennent animer de la recherche, ils participent à nos colloques, ils peuvent participer à nos séminaires, donc de l'enrichissement évidemment pluriel, à la fois pour les enseignants, pour les chercheurs, mais surtout pour les étudiants. C'est quand même aussi un centre, il a aussi cette vocation, c'est d'aider et d'éclairer ces étudiants. Les relations avec les autres établissements méditerranéens, là c'est un axe important bien entendu. Alors là c'est un axe très important. Il y a eu donc cette rive sud, qui a été des liens qui ont été très forts et qui sont toujours noués avec le Maroc et la Tunisie. Un petit peu avec l'Algérie, c'est un petit peu compliqué, mais on a quand même des enseignants et des étudiants qui viennent travailler chez nous et participer à nos activités. Et puis on a
c'est vrai qu'on a rayonné sur l'Espagne, sur l'Italie, sur les Balkans, sur la Méditerranée un petit peu orientale. Donc là, on a des liens qui se sont noués avec différentes formes d'universités. On ne va pas toutes les citer, hein, mais pour l'Italie ou pour l'Espagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens. Et on a rayonné, et l'université rayonne, enfin le laboratoire rayonne bien au-delà, parce que je parlais tout à l'heure le Japon, mais enfin on a aussi des liens avec l'Institut des sciences sociales à Pékin, l'Institut des sciences à Helsinki. On a des collaborations avec Szeged. On a également des liens avec les États-Unis, Boston et en fait et Anthony Jones qui est à l'université, on les avait en plus reçus, ça va me revenir, qui sont présents présents lors de nos activités. En fait, Harvard, l'université d'Harvard, la prestigieuse université d'Harvard, le seul nom qui me manquait, qui font en fait que toutes ces universités, en fait, soit sous la forme de conventions, soit sous la forme d'échanges d'enseignants, soit alors sous la forme d'échanges d'étudiants, nous permettent d'avoir ce dynamisme et ce rayonnement. Et comment Joseph Martinet, comment s'élabore justement le travail en commun avec les autres chercheurs, avec les autres universitaires? Vous avez des réunions assez régulières pour déterminer justement les axes de travail, et puis il y a aussi les contributions au cahier de la Méditerranée. Comment ça se passe? Je crois que c'est plutôt le choix des thématiques définies pour les colloques, hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être au départ porté individuellement, et ensuite une personne fait fructifier, je dirais, en fonction de ses centres d'intérêt, de recherche. Voilà, c'est vrai que c'est un des problèmes que nous évoquerons, qui est quand même la dispersion des chercheurs, des thématiques, qui fait qu'il est quelquefois difficile de recentrer tout ça, hein, parce que c'est vrai que le hasard également des personnalités, des circuits, fait que, Jean-Paul l'évoquait bien, aujourd'hui on a quand même bien un recentrage des études du centre sur la rive nord de la Méditerranée, hein, alors qu'avant, effectivement, elle était beaucoup plus axée sur le sud, sur le Moyen-Orient, et sur plutôt le Maghreb d'ailleurs. Plutôt le Maghreb. Mais aujourd'hui, le fait, par exemple, vous voyez, les thèses en co-tutelle, fait que beaucoup d'Italiens ont investi l'université française de façon générale, et en particulier l'université de Nice. Et le centre de la Méditerranée, je dirais, le traduit tout à fait, hein, parce que beaucoup d'Italiens aujourd'hui sont présents en tant que chercheurs sur le centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Donc il y a vraiment cette arrivée en force des Italiens, qui est vraiment un trait notable, fort. Après, si je peux me permettre de rajouter une chose, c'est vrai que nous sommes soumis à des axes, en fait. Et donc, on a un plan quinquennal et on définit un axe de recherche. Là, nous en avons deux. Un sur repenser la Méditerranée, dans laquelle vont travailler les chercheurs. Et un deuxième qui est sur la Méditerranée, l'Europe et le monde, dans lequel, ensuite, il y a des formes de sous-axes dans lesquels nous nous intéressons. Ce qui ne nous interdit pas de composer sur d'autres champs de recherche, d'organiser d'autres manifestations. Mais l'expertise au bout des 5 années, puisque c'est un centre qui fonctionne avec de l'argent public, en fait, fait que cette expertise va porter aussi sur nos travaux et la manière dont nous avons pu organiser ces recherches autour des axes. Donc ces axes sont définis par rapport aussi au recrutement, aux thématiques des enseignants-chercheurs qui sont à l'intérieur et qui vont pouvoir nourrir tout cela. Donc après, à eux et à nous, ensuite, de coordonner cela et d'aller récupérer à l'extérieur tous ces enseignants qui vont venir nourrir cette recherche. D'accord. Alors, deuxième reportage, et puis on parlera tout à l'heure de l'histoire de la Corse aussi, parce que vous travaillez aussi dans ce domaine, bien entendu. Mais avant cela, bien direction la Bulgarie, qui est un carrefour entre l'Europe occidentale, le Moyen-Orient et la Méditerranée. La capitale Sofia est l'une des plus anciennes d'Europe. C'était une cité importante durant l'Antiquité, la période romaine et le Moyen-Âge, découverte aujourd'hui avec ce reportage de Méditerranée. Un faussaire de Dolce Vita traîne dans le centre-ville de Sofia. Pour un peu, dès que le soleil s'en mêle, on pourrait se croire en Italie ou en Grèce. Avec l'Orient pour origine et l'Occident pour projet, la Bulgarie aujourd'hui est au carrefour de ces deux influences. L'Antiquité, l'histoire nous le rappelle à chaque instant. Il suffit pour cela d'admirer les vestiges anciens que l'on trouve dans beaucoup de quartiers de la capitale bulgare.
On vit dans une ville qui a été imprégnée de culture méditerranéenne, romaine, thrace. Et donc, on est confronté à cette réalité-là. Sofia et la Bulgarie, c'est un melting pot, c'est un carrefour entre le bassin oriental de la Méditerranée et puis l'Europe centrale. Donc, forcément, on se sent au contact de ce passé. Et puis, par nos activités, notamment lorsqu'on se déplace du côté de Sozopol ou de Nessebar, au bord de la mer Noire, on touche du doigt une réalité concrète. C'est un passé grec, ce sont des villes grecques. Il y a toujours des fouilles qui sont menées par notamment les archéologues du Louvre et on découvre toujours des trésors liés à ce passé. On ne peut pas dire qu'il y a une famille en Bulgarie qui n'ait pas un lien de parenté ou un ancêtre du côté de la Grèce. Donc il y a une mémoire naturelle parce que la Bulgarie avait quand même une ouverture sur la Méditerranée il y a un siècle. Donc finalement, c'était un pays méditerranéen, même si aujourd'hui, on l'a oublié. Qu'est-ce que la Méditerranée? Les poètes l'ont écrit et chanté depuis toujours. La Méditerranée, ce n'est pas un paysage, mais 1000 paysages. Ce sont des civilisations entassées les unes sur les autres. C'est aussi rencontrer le monde antique qui côtoie celui d'aujourd'hui. On retrouve tout cela dans la capitale bulgare. Une très vieille histoire qui remonte au temps des Thraces et de l'Empire romain. La ville de Sofia était alors considérée comme un passage obligé entre l'Orient et l'Occident. À l'époque de l'Antiquité, son influence s'étendait sur tout le bassin méditerranéen. Да, така е. Тук има голямо тракийско селище, което се развива през второ-първо хилядолетие преди Христа. Sofia et la Bulgarie s'inscrivent naturellement dans l'histoire de la Méditerranée. L'exemple le plus emblématique, ce village thrace qui a été découvert au cœur de Sofia. Un village qui remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un site archéologique remarquable. Ensuite, la conquête romaine unifie les cultures des pays méditerranéens de l'ouest à l'est, dont la Bulgarie faisait partie. À cette époque-là, notre pays occupait une place très importante sur l'échiquier politique méditerranéen. Sofia s'appelait alors Serdica, son influence était majeure dans tout le pays. Nous avons encore des vestiges de cette époque glorieuse, comme par exemple l'amphithéâtre, mais aussi les ruines de l'antique Sofia. À ne pas oublier non plus un joyau du IVe siècle, l'église Sainte-Sophie. Les Bulgares l'ont ensuite adopté lorsqu'ils se sont ralliés au christianisme. Autre exemple de Sofia, la méditerranéenne, au début du IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin adopte le christianisme. Il est alors tenté de faire de Serdica sa capitale. Il va même jusqu'à employer une formule restée célèbre, « Serdica, c'est ma ville de Rome ». Le 1er janvier 2007, la Bulgarie entre officiellement dans l'Union européenne. Toute la nouvelle génération attendait cet acte politique historique depuis longtemps. Un peu plus de 10 ans après cette adhésion, les jeunes à Sofia se sentent plus proches, naturellement, des pays du sud de l'Europe. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Les jeunes chez nous, culturellement, sont plutôt tournés vers le sud de la Méditerranée. Émotionnellement, on est naturellement proche de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, mais aussi de la Croatie. On retrouve également ces similitudes dans nos chants et nos danses traditionnelles, mais aussi par exemple dans la cuisine. Et si l'on doit finalement retenir un exemple musical, les Bulgares danseront ainsi plus volontiers sur un air de sertaki grec, une chanson française, italienne ou espagnole. Tout cela est très révélateur. Politiquement, la Bulgarie regarde vers le nord de l'Europe, mais avec le cœur au sud. Un choix identitaire qu'il n'est pas toujours facile de respecter. La ville de Sofia reste, elle, profondément ancrée dans sa culture méditerranéenne.
Les hommes politiques de Bulgarie, ils essayent d'avoir des connexions très proches avec les grands, si on peut dire. Mais avec le président Macron, avec le président Mitterrand, avec lequel on a commencé les changements démocratiques en Bulgarie, avec, si vous voulez, maintenant la gauche de la Bulgarie, avec tout ce qui se passe en Italie. Alors, je veux dire, les intérêts sont des intérêts dans le cadre des relations internationales, mais dans le cadre des peuples, on a beaucoup des Bulgares qui ont émigré en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, et on a comme peuple beaucoup d'intérêt d'avoir comment dire, des communautés bulgares dans ces pays, d'être de vrais ambassadeurs de la culture et de l'histoire bulgare pour qu'on se comprenne mieux, parce que pour réagir ensemble, on doit se comprendre mieux. Le nom de la capitale bulgare viendrait de celui de la basilique Sainte-Sophie. C'est la plus vieille église orthodoxe de Sofia. Cela signifie sagesse divine. Une sagesse qui s'appuie aussi sur une longue histoire, celle d'une capitale et d'une ville qui n'a jamais renié ses racines méditerranéennes. Retour en plateau avec nos deux invités pour parler notamment des activités du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. Alors, Jean-Paul Pellegrinetti, vous êtes le directeur de ce centre. On va quand même parler des relations avec l'Université de Corse. On a évoqué tout à l'heure cette initiative du mois de mars avec la Corse et l'Algérie. Mais il y a d'autres projets en cours, on peut déjà un petit peu en parler quand même. Oui, parce que la journée d'études, en fait, c'est le premier volet d'un colloque un peu plus large qui interviendra l'année prochaine sur, on va dire, guerre et politique. Je parlais tout à l'heure des axes du laboratoire dans la Méditerranée, l'Europe et le monde. Nous avons un de ces axes qui est intitulé « Guerre et paix en Méditerranée ». Et à l'intérieur, si vous voulez, se déclinent différentes formes de manifestations. Donc un colloque sur guerre et politique, c'est-à-dire comment le politique gère la guerre, s'articule autour de la guerre et quelles sont les retombées pour le politique en main d'une guerre. Donc là, l'exemple est tout trouvé avec l'Algérie et l'exemple de l'opération Résurrection en Corse, mais on ira dans un cadre un peu plus large. Donc l'ISA sera l'un de nos partenaires, il y en aura d'autres, hein, le SHD, Service historique de la défense, Sciences Po Ex, peut-être Menton avec son directeur Bernard Elroux de Sciences Po Menton interviendra aussi dans ce colloque. Et puis il y a aussi différents projets qui sont en gestation. On travaille notamment sur le risque sanitaire à l'époque 18e, 19e en Méditerranée. Et là, j'aimerais bien... Alors là, c'est avec Aix, donc Nice, et j'ai tout dernièrement demandé à Corté de pouvoir s'y associer, parce que là, on est au cœur des îles, et en fait, il y a encore des pans entiers de champs qui ont été inexploités. Et donc, pour nos étudiants, ça peut être évidemment des pistes vraiment très, très enrichissantes. Et puis, vous travaillez aussi en lien avec le musée de Bastia, notamment pour des expositions précises, ponctuelles. Pour des expositions, donc la prochaine, je serai commissaire d'exposition qui se tiendra à partir du mois de juin et qui sera consacrée à la Corse et au Second Empire. Alors on y reviendra dans un petit moment, mais alors bien entendu la problématique des territoires insulaires donne lieu à des recherches diverses et poussées, Joseph Martinetti, et vous avez consacré d'ailleurs une étude assez exhaustive à ce thème des îles, de l'insularité, parce que finalement il y a assez peu de travaux de recherche sur la problématique générale des îles. Oui, alors là, on vient buter sur la difficulté qui est la définition justement de l'unité méditerranéenne. Et ça, les îles vraiment le traduisent tout à fait, parce que c'est vrai qu'elles présentent une unité physique, elles se ressemblent, ces îles, elles ont à peu près les mêmes paysages, mais en même temps, dès qu'on s'y intéresse de plus près, on s'aperçoit que chaque île est un cas à part, et qu'effectivement, avoir une vision globale de ces îles méditerranéennes, eh bien, est quand même très difficile.
est quand même très difficile. Alors c'est vrai qu'il y a eu comme ça quelques tentatives, hein, glorieuses, comme Brodel, qu'il a évoqué, les îles, le rôle des îles en Méditerranée. Donc on essaye de voir aujourd'hui comment effectivement elles peuvent se définir un avenir commun, mais ça reste quand même très difficile. Et puis bon, c'est plus de l'affichage, très souvent politique, que des réalités concrètes, géopolitique, parce qu'elles se tournent le dos, ces îles, il faut le dire. Hein. Même si elles peuvent se retrouver de temps en temps, pour des raisons de pression, il est quand même difficile de les mettre en commun. Alors justement, quelle est la place de ces îles méditerranéennes dans ce contexte de fracture très forte entre les deux rives de la Méditerranée? Oui, alors justement, ces îles, aujourd'hui, ont des caractéristiques communes. Ça, je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. Et la principale caractéristique, ce sont des îles qui sont latines ou grecques, et qui, en termes géopolitiques, appartiennent à l'OTAN, sont dans la zone atlantique, si vous voulez, hein, et sont vraiment dans le camp occidental. Et donc, à partir de là, leur avenir est ciblé, je dirais, parce qu'elles sont l'objet de stratégies différentes aussi. Oui, elles sont des avant-postes. Ce sont des avant-postes. Hein. Et donc, rejouent, si vous voulez, cette vieille problématique qu'on voit remonter à la Renaissance, voire au-delà, et à l'expansion de l'Empire, enfin du monde musulman, hein, de l'islam, qui est qu'on est dans une zone à la fois de fracture et de collaboration entre la rive sud, la rive nord, et les îles sont vraiment au cœur de cette géostratégie méditerranéenne. Hein. Et ce sont des avant-postes. Et on peut parler d'une conscience insulaire? Ah oui, alors une conscience insulaire, mais qui quelquefois est difficile à assumer quand même, parce que ces îles aussi, en période de crise, ont tendance quand même à se rapprocher des continents qui sont protecteurs. Hein. Si vous prenez la Crète ou Chypre, a fortiori, on affirme son hellénité. Hein. On affirme son insularité, certes, mais on est avant tout des Grecs, parce qu'on a conscience du danger de l'Empire ottoman à côté, et d'une histoire qui est quand même très proche, et une histoire terrible, hein, de changement de population, de départ massif de Grecs, de Turcs. Hein. Chypre vit ça encore à vif. Hein. Et puis une constante aussi, justement, ce sont des îles qui sont beaucoup dans la contestation, ce sont des territoires contestataires, et puis soumises aux phénomènes migratoires très importants. Oui, on le voit encore ces dernières années. On retrouve cette idée de frontières méta-géographiques, méta-politiques, où, oui, c'est les limites de l'espace Schengen. Hein. Alors là, la Corse est un peu à l'abri de tout ça parce qu'elle est un peu trop au nord. Mais bon, la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, a fortiori Chypre et les îles grecques, sont vraiment au cœur de cette tension migratoire, hein, qui difficile à assumer. Et dans cet environnement, la Corse, elle offre une singularité, justement. Alors la Corse est quand même l'île la plus septentrionale. Donc je dirais, elle est quand même dans une aire protégée, d'une certaine manière, entre France et Italie. Et donc les enjeux géopolitiques sur la Corse sont quand même plus faibles, il faut le dire. Hein. Ils sont beaucoup plus faibles que sur la Sicile ou que sur la Crète ou Chypre, là, qui sont vraiment les avant-postes vers le monde musulman, hein, et vers un monde que les Italiens appellent Chaosland aujourd'hui, hein, donc le monde troublé, le monde du chaos. Hein. Et effectivement, la Corse, elle est plus dans le monde de l'Ordoland, c'est-à-dire de l'Europe maastrichtienne, donc d'une Europe qui est quand même plus stabilisée. Même si, encore une fois, là, on est dans une Méditerranée qui est un peu la zone contestataire de tout ce système européen qui est plus ou moins organisé par l'Allemagne. Et vous continuez à travailler justement sur cette problématique des territoires insulaires en Méditerranée. Qu'est-ce qui reste à explorer, justement? Oui, mais alors c'est vrai que je voudrais quand même sortir davantage de ce qui est la problématique strictement insulaire et de travailler davantage sur ce que sont pour moi les hyperboles de la méditerranéité, c'est-à-dire tout ce qui est île, cap, verrou, détroit. Voilà. Hein. Et on voit en fait que la Méditerranée est aujourd'hui, d'une certaine manière, coincée ou mal à l'aise entre deux grandes directions, qui est à la fois la direction nord-sud, des rives nord vers les rives sud, mais surtout, l'enjeu majeur de la Méditerranée aujourd'hui, c'est le passage est-ouest. Hein. Et l'intérêt international de la Méditerranée aujourd'hui, c'est vraiment le passage qui permet d'aller de Port Saïd jusqu'à Gibraltar pour relier de toute façon la Chine, le monde chinois, l'Extrême-Orient, à l'Europe du Nord. Et là, la Méditerranée n'est qu'une étape, mais une étape à surveiller. Et ces îles, parce que justement, c'était des peuples de navigateurs en particulier, eh bien, elles ont une importance considérable dans l'évolution de l'histoire de la Méditerranée, justement. Alors, aujourd'hui, un peu dépendant quand même. Hein, ils ne sont pas trop les maîtres de ces évolutions-là, parce qu'on le voit d'ailleurs, les Chinois, par exemple, occupent
terrain méditerranéen. Ça, c'est quand même la grande nouveauté. Non, mais je voulais parler de l'histoire, sur le plan historique. Oui, dans l'histoire, oui, oui, bien sûr. L'histoire de la Méditerranée. Mais surtout avec des îles phares comme Malte. Hein. Mais île de marins, oui, mais île aussi de structures défensives. Hein. C'est vraiment l'avant-poste de la chrétienté face au monde ottoman, face au monde turc, face à l'islam. Hein. Et Malte se définit encore aujourd'hui très fortement comme un bastion de du christianisme et du monde chrétien. Hein. Alors, nous quittons les îles pour aller au Liban à présent. Dernier reportage de cette émission. Entre 1975 et 1990, le Liban a connu la guerre civile. À Beyrouth, un immeuble témoigne en particulier de cette période, mais aussi de l'histoire de la ville avant-guerre. Un lieu de mémoire sauvé de la destruction qui vient tout juste d'ouvrir ses portes au public. Le reportage. À Beyrouth, dans une ville en constante mutation, au milieu des immeubles récents, certains bâtiments témoignent du passé bouleversé de la ville. Trônant au milieu d'un carrefour, la Maison Jaune porte encore les stigmates des affrontements de la guerre, mais aussi les reliquats d'une riche architecture. Quand elle pénètre pour la première fois dans le bâtiment abandonné dans les années 90, juste après la guerre, Mona El Halak découvre des traces de ce passé, comme si le temps s'était figé. À présent, nous nous rendons de l'appartement ouest à l'appartement est. Voici l'appartement du docteur Najib Chemali. Tout ce qui appartient à cet homme se trouvait par terre. Tout ce qui concernait sa clinique et sa vie quotidienne. Il y avait des lettres, des journaux, des cartes de visite, des photos, des vêtements. Imaginez que vous quittez un jour votre maison sans jamais y revenir. Et tout ce qui vous appartient reste au sol. À travers ces documents, les gens connaîtront Beyrouth avant la guerre, à travers toutes ses facettes, politiques, sociales, économiques, divertissement, tout. Avant la guerre, Beyrouth bouillonne. Ce marchand qui a repris les shops ouvertes par son grand-père et son père se souvient de la vie dans le quartier et des habitants de la Maison Jaune. Je me souviens quand j'étais petit. Ici, il y avait le tram. Le tram passait par là. C'était l'arrêt El Nasra. Nous avions un ami qui habitait Beit Beyrouth. Il y avait un photographe appelé Mario. Il y avait un promoteur immobilier de la famille Haddad. Il y avait un salon de coiffure pour femmes. Il y avait un marchand de glace. Il y avait un magasin de meubles. L'immeuble était magnifique. J'étais petit, mais je me souviens comme il était beau. Et puis, des choses moins belles se sont déroulées. En 1975, tout est bouleversé. La guerre civile dure près de 15 ans. La bâtisse, symbole du modernisme, devient alors machine à tuer, et ses ouvertures, pensées pour laisser passer le soleil dans chaque pièce de la maison, des meurtrières implacables. Si on regarde bien, vous voyez, elle traverse vraiment tous les espaces, elle passe d'un espace vers l'autre, et elle arrive à tenir comme ça une ligne de tir sur plus d'1 kilomètre de distance. En général, on a peur d'un char, on a peur d'un soldat en armes, mais on n'a jamais peur d'une maison, on n'a certainement pas peur d'une porte. Mais là, dans cette situation-là, la porte est devenue meurtrière. Elle était dans cette ligne de séparation, c'était un peu les premières lignes, le front, qui se situait là. Parce qu'il faut savoir que dans ces maisons-là, essentiellement, ce qu'il y avait... Alors, ce n'était pas la seule, hein, il y avait plus de 300 le long de la ligne verte, et des deux côtés, c'est les deux parties ont fait ce travail. Mais là, c'était un repère de francs-tireurs. La ligne verte sépare Beyrouth Est de Beyrouth Ouest, jalonnée de checkpoints et de bâtiments abandonnés par leurs occupants. Beaucoup ont aujourd'hui disparu. Beyrouth a voulu panser ses plaies. Certains tentent pourtant d'en conserver les traces pour ne pas laisser l'histoire s'échapper. Depuis plus de 10 ans, cet historien et photographe travaille sur les bâtiments abandonnés de Beyrouth. Il a vu les mentalités évoluer sur les questions de conservation du patrimoine. Quand, dans les années 90, au début des années 2000, des artistes montraient des œuvres qui avaient rapport avec la guerre ou avec les lieux abandonnés ou avec ceux qu'on ne voulait pas voir, ça pouvait être mal perçu parce que ça gâchait la belle carte postale qu'on voulait montrer. Aujourd'hui, la carte postale est ternie. Enfin, aujourd'hui, vous regardez le centre-ville qui a été reconstruit, lui-même est abandonné. Dans le quartier de Sodeco, Beit Beyrouth, elle, a finalement été épargnée. Après 4 années pour convaincre la municipalité de Beyrouth de devenir propriétaire du bâtiment et de ne pas la démolir, et 6 années pour finir les travaux, Mona El Halak savoure une première victoire. Il s'agissait d'un combat pour sauver tout ce qui avait un rapport avec la mémoire. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais y parvenir. Je n'osais même pas rêver que j'y parviendrais. Mais j'ai pensé qu'on se souviendrait qu'une personne s'est levée pour dire « ne démolissez pas ». Aujourd'hui, je suis très fière que cet immeuble soit toujours là et d'imaginer que mon fils va pouvoir apprendre l'histoire de la ville ici.
Une bonne nouvelle également pour ce tailleur dont la boutique est située à quelques pas de là et pour qui le patrimoine doit être sauvegardé. C'est une part de notre héritage et de notre histoire. Celui qui n'a pas d'histoire ni d'héritage ne peut pas bâtir un présent ou un avenir. C'est beau de penser à ce qui a été afin de pouvoir l'améliorer. Pourtant, le Béroutin se dit déçu de la rénovation de l'immeuble. L'immeuble est très beau, mais ils ont changé son identité. On aurait mieux fait de le rénover à l'identique avec ses arches et ses balcons, ou de conserver les portes. Il était possible de le réhabiliter tout en conservant les traces du passé, sans le déformer. Une voix parmi d'autres déceptions qui nourrit les discussions autour d'une maison et d'un passé qui ne laisse personne indifférent. Youssef Haïdar a hérité du projet de réhabilitation. Chirurgien au chevet d'une malade, il défend ses choix. On a gardé toutes les traces du temps, on a cautérisé ses blessures, on a été les coudre comme il faut. Et s'il lui manquait un bras ou un œil ou une jambe, on l'a remplacé par une prothèse. Très difficile pour les gens de l'accepter. Alors on a tous les regards, on a des regards très différents. On a des gens qui veulent pas se rappeler. L'oubli est une nécessité de guérison. Mais pour y arriver, il faut aussi faire tout un travail de rappel et de mémoire avant de pouvoir oublier. C'est pas toujours évident, mais je crois que c'est déjà un miracle qu'on soit là et que ce bâtiment existe. Et maintenant, il faut que le miracle continue, et que les gens viennent l'utiliser. C'est un bâtiment citoyen par excellence. Pour que le miracle continue, il manque encore une administration officielle qui dirigera le lieu et décidera des expositions permanentes et temporaires. Pour le moment, les expositions hétéroclites qu'elle abrite, comme ces icônes orthodoxes, sont encore bien éloignées de la volonté initiale. Cet immeuble est censé devenir le musée de la mémoire de Beyrouth. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un simple bâtiment, c'est une institution. Cela nécessite de mettre en place une gouvernance, des conservateurs, un directeur culturel, une équipe de travail, des connexions à la ville. Tout cela aujourd'hui n'existe pas et nécessite une réelle volonté du gouverneur et de la municipalité de Beyrouth afin que le musée de la mémoire de la ville devienne réalité. Sans cette volonté politique que cela devienne un musée, l'immeuble restera un simple bâtiment rénové, parfois ouvert, parfois fermé, selon les différents événements. Et c'est bien triste vu l'importance de ce bâtiment. Impassible face au balai des voitures qui s'agitent autour d'elle dans une ville toujours en mouvement, la Maison Jaune patiente. Selon la municipalité de Beyrouth, le comité directeur devrait être bientôt nommé, une nouvelle étape dans la vie de cette quasi-centenaire. Retour sur ce plateau des carnets de Méditerranée avec vous, notamment Joseph Martinet. Alors, la situation du Liban, un contexte très difficile avec de nombreux réfugiés dans un pays de seulement 4 millions d'habitants et qui se trouve donc au centre de toutes ces évolutions, de tous ces bouleversements et de ces conflits. Au Moyen-Orient, la nouvelle politique américaine dans cette région, la recomposition géopolitique avec les grandes puissances qui se repositionnent. Là, on va aller vers des objets d'études, je dirais, encore plus vastes. Oui, on a l'impression qu'un cycle s'achève et que commence là ce que, de façon peut-être un peu pédante, j'appellerais un nouveau paradigme méditerranéen, c'est-à-dire avec l'arrivée, le retour de la Russie, avec la consolidation quand même malgré tout des États-Unis parce qu'il y a un vide et qu'ils sont conscients qu'abandonner la Méditerranée c'est dangereux, même si leurs intérêts économiques sont beaucoup moins dépendants maintenant du monde méditerranéen et du Moyen-Orient, puisqu'ils n'ont plus besoin de pétrole, et en particulier de pétrole du Golfe Persique qui transite en partie par la Méditerranée. Notamment vis-à-vis de l'Égypte. Et oui, voilà. Donc c'est vrai que les États-Unis aujourd'hui ont tendance un peu à réarmer et font revenir des bateaux dans leur grande base centrale, qui est un peu l'épicentre du monde méditerranéen, qui est à Gaète, dans le sud de l'Italie, dans le Latium, entre Naples et Rome. Et c'est vrai qu'il y a là un retour de tension assez fort dans ce monde méditerranéen, dont nous avons d'ailleurs une part de responsabilité, ne serait-ce qu'à travers le bombardement de la Syrie, et le rôle qu'ont joué les îles d'ailleurs, comme base de départ des avions, à partir des bases de Souda Bay américaines en Crète, et des bases anglaises, des grandes bases anglaises, qui sont toujours sur Chypre. Et on voit que la Chine, par exemple, s'impose de plus en plus dans les pays africains, mais dans les pays méditerranéens également. Elle le fait de façon pacifique. Notamment en Grèce, elle a acheté le port du Pirée. Le port du Pirée, aujourd'hui, appartient à Cosco, la grande entreprise chinoise qui est le rival de la fameuse CGM, qui est à Marseille,
et de Maersk, qui est au Danemark, donc de ces grandes entreprises mondiales de porte-conteneurs. Alors les Chinois aujourd'hui ont le souci de sécuriser leur route maritime. Mais effectivement, maintenant, ils collaborent avec les Russes dans des parades navales et dans des exercices militaires sur la Méditerranée. Et puis, un axe d'étude important, ce sera justement l'évolution des soulèvements populaires sur la rive sud de la Méditerranée. On parlait de l'Algérie, bien entendu, au début de cette émission. Et là, beaucoup d'incertitudes également. C'est l'équation. Donc là est posée l'équation algérienne. Est-ce que ce pays, qui était encore un pays plutôt laïque, socialisant, qui ressemble par certains côtés au régime de la famille Assad ou à l'Irak de Saddam Hussein, et c'est un peu toute l'incertitude. Est-ce qu'on va voir ce grand pays qui s'était quand même construit dans un sens socialiste laïque, à travers le FLN. Et une population très jeune. La moitié de la population a moins de 27 ans. Bien sûr. Même si ces pays, quand même, ont amorcé une forte transition démographique, quand même. Alors, on va revenir pour presque la conclusion de cette émission, Jean-Paul Pellegrinetti, donc aux travaux du centre de la Méditerranée. On parlait tout à l'heure des relations avec les universités, avec notamment l'université de Corse, et puis il y aura les prochains cahiers de la Méditerranée, donc édition semestrielle. Là, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme axe de recherche et de travail ? Il y aura un dossier consacré au consul. C'est le fruit d'un travail que nous avons mené en commun avec Tunis, l'université de Tunis, ses enseignants et ses étudiants, donc les consuls en Méditerranée, 18e, 19e siècle. Et puis il y aura aussi quelques différents articles type Varia, où on pourra y lire diverses choses, aussi bien sur la présence américaine sur la Côte d'Azur dès la fin de la Première Guerre mondiale, comme les bandits de Pégomas, ou alors une étude très fine de l'Italie contemporaine par quelqu'un que vous connaissez, que vous avez reçu, qui est Jean-Pierre Darnis, Absolument. Qui est l'un de nos spécialistes. Spécialiste de l'Italie. De l'Italie, voilà, qui nous a fort gentiment proposé un article qui paraîtra au mois de juin prochain. Mais on est déjà dans la préparation du numéro de décembre, en fait. Quelques mots aussi pour signaler que sur les périodes d'histoire de la Corse, là aussi, il y aura des travaux à poursuivre. Oui, tout à fait, en fait. Donc il y a donc cette exposition qui va naître, qui va voir le jour en juin sur le Second Empire. C'est vraiment un aspect de l'histoire qui est important pour notre île, parce que c'est un moment où les élites politiques se construisent, choisissent un camp, choisissent véritablement un camp par rapport à l'empereur, et je dirais que c'est vraiment... On en parlera. un autre sujet de débat. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour de nouveaux carnets de Méditerranéo, et nous serons cette fois depuis l'université de Corse à Corté. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne fin de soirée sur Via Stella. Voilà,